Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport. Je suis encore en train de travailler cette tagline-là. Je trouve que ça fait un peu cheesy. Fait que si vous avez une meilleure idée, écrivez-moi. Le podcast pour les geeks de sport, ça le fait pas vraiment encore pour moi, à l'oreille en tout cas. Si ça le fait pour vous aussi, écrivez-le moi. Mais en tout cas, à travailler, disons ça comme ça. Cette semaine, sur le podcast, on a reçu Magali Rochette, qui est une athlète de cyclocross internationale, une des meilleures athlètes au monde. On a parlé de ce qu'est le cyclocross. C'est une discipline qui est quand même méconnue, qui est très niche, mais qui est super populaire en Europe. Magali qui vit 3 mois par année en Europe pour aller faire les circuits de la Coupe du Monde. On a parlé des spécificités de ce sport-là, mais aussi de l'entraînement que ça prend pour un effort de 50 minutes, parce que les courses de cyclocross, comme vous allez pouvoir l'entendre dans le podcast, sont d'une durée de 50 minutes. Puis c'est une durée qui est vraiment intéressante parce que 50 minutes, 55 minutes, tu peux pas mal être à bloc sans trop risquer de te sauter. Fait que c'est une zone vraiment tough. On a parlé de l'importance de la santé, de prendre soin de soi, autant pour les blessures que pour les maladies, de savoir quand relâcher un petit peu pour mieux repartir. On a parlé de l'importance ou non qu'on devrait accorder aux statistiques, aux chiffres, le bon vieux wattage dont les cyclistes sont avides. Magali nous donne ses pensées par rapport à ça. Puis aussi, on a parlé de l'importance d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis ça, je pense que ça va résonner beaucoup. Moi, je sais que dans mon parcours d'athlète, ça a été un facteur extrêmement important quand j'ai réalisé l'importance que d'avoir du plaisir avait sur mes performances. Tout ça et encore plus dans la conversation qui s'en vient. Le podcast est présenté évidemment par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance de haute qualité. Nos premiers produits, le Upika Endurance et le Upika Endurance Plus, sont des tout-en-un pour votre performance. Donc, Magali, justement, que vous allez entendre, utilise les produits Upika dans ses entraînements et dans sa journée de compétition. Là-dedans, il y a 25 grammes de glucides, 16 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide à absorption à vidange gastrique, devrais-je dire, rapide. Donc, ça tombe pas sur le cœur. 300 mg de sodium par portion, des électrolytes, de la taurine pour plusieurs affaires, notamment la thermorégulation et la création d'énergie. Sinon, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. C'est vraiment un produit premium. Tout le monde qui l'essaye, puis là, je dis ça, allez voir le site vous-même. Ce n'est que des ratings 5 étoiles sur tous les produits. Allez au upika.ca pour plus d'informations et pour commander, mais utilisez le code UPIKAPOD, UPIKAPOD 10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Puis aussi pour savoir que vous écoutez le podcast Upika. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation avec Magali Rochette. Tu viens-tu encore souvent à Montréal? J'essaie de cramer mes séances ensemble. Fait que là, je suis là jusqu'à mercredi soir. OK. Je m'en vais genre à 9h mercredi soir. Mais comme mes journées jusque-là sont remplies. Là. Ouais. Puis mercredi matin, je m'en vais à Laval pour tester les saveurs de notre nouveau produit pour Upika. Ah, nice! Ouais, c'est produit de récup dans le fond. OK. Ouais. Ah ouais, cool. Ça va être cool. J'ai hâte que tu le goûtes. Quelle saveur? Là, on sait pas, dans le fond, ça risque d'être... là, on a 4 saveurs, mettons, qui sont... On va en faire 2, mais là, on a 4 qui sont en ligne. On veut que ce soit genre... probablement qu'on roule, là, dans le fond. Il n'y a pas de secret. Je te présente en introduction de toute façon. Ouais. Mais on veut faire... on veut que tu aies l'impression d'arriver... Tu sais, c'est pas réhydratation puis récupération musculaire. Tu sais, c'est ça, les grosses lignes. Puis on veut que tu aies l'impression de te rafraîchir. Tu sais, quand tu arrives, mettons, le
le fameux shake de protéines, chocolat au gâteau de fête, là, genre, c'est pas rafraîchissant, mettons, quand t'arrives d'une ride, puis... Non, puis des fois, ça fait 6 heures que tu manges du sucre, fait que t'as pas le goût que ça soit ultra sucré encore, t'as le goût que ça soit rafraîchissant. Ouais, c'est ça. Fait que on checkait pour de quoi un peu tropical, là, genre... coconut fraise, peut-être. Ah, nice. Ouais, fait que tu sais, de quoi de vraiment comme ça, peut-être thé glacé, mais plus... pas thé glacé Nesté vraiment sucré, là. Ouais. Thé glacé thé, là. Ouais. Ah, puis, très cool. ouais, ce genre d'affaire-là pour que t'arrives de... Surtout l'été, là. Je sais pas pour toi, là, en ce moment ton régime d'entraînement ressemble à quoi, là? Mais là, en ce moment, j'ai pogné le COVID il y a 2 semaines. Ouais. Puis ça m'a quand même mis à terre pour vrai. Fait que pendant 2 semaines, j'ai pas fait grand-chose. Ouais. Puis là, ben, je m'y remets. Là. Fait que là, ça fait 1 semaine que je roule easy, là, juste pour comme me donner la chance de revenir. Parce qu'en fait, nous autres, c'est un affaire qu'on a appris au cours des années. C'est que si t'es pas en santé, il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Fait que c'est vraiment, là, dans tout ce qu'on fait, la santé, c'est la priorité. Fait que, parce que le truc, c'est que... Quand tu dis santé, tu parles à la fois de maladies comme la grippe, mais de blessures aussi, j'imagine. Ouais, exact. Tu sais, admettons que ta job, c'est de travailler dans un bureau, mais que tu fais du sport de façon récréative. T'as le rhume, tu peux quand même aller courir, tu peux faire ta job bien, puis t'es correct, tu sais. Quand ta job, c'est d'utiliser ton corps à 100% de ses capacités à tous les jours, si t'es à 70%, ça donne rien. Tu sais, oui, je vais faire l'effort à 100%, mais pour zéro, tu sais, ça donne rien de me pousser si je suis pas en santé. Fait que nous, c'est vraiment comme un principe qui nous guide là, à travers toutes nos décisions. Puis là, ben, j'étais pas en santé. Puis, tu sais, j'étais capable de rouler, là. J'étais capable d'aller rouler 3 heures, 4 heures, mais je pompais à fond. Puis au final, ce que ça fait, c'est que si tu t'entraînes à travers ta maladie, tu la traînes vraiment plus longtemps. Fait que souvent, nous, c'est comme, OK, ben là, je suis malade, on se repose pour que ça passe le plus rapidement possible pour que je puisse retourner à 100% le plus vite possible. Tout ça pour dire que ça fait 2 semaines, je faisais pas grand-chose, mais là, je suis correct. Fait que normalement, à ce temps-ci de l'année, là, ce que je commence à partir de demain, mettons, c'est des semaines qui sont entre 20 et 25 heures semaine sur le bike. Je te dirais, il y a peut-être 4 fois par semaine que c'est de la grosse intensité, qu'on va faire des gros intervalles. Puis parfois, ça c'est 4 jours par semaine, mais parfois ça va être 2 fois par jour. Fait que parfois, je vais aller le matin, faire un 3 heures de bike avec des grosses intensités. Après ça, je reviens à la maison, je mange, je fais une petite sieste, puis je retourne dans des intervalles de course à pied en après-midi. En course à pied? Ouais, parce que le cyclocross, c'est quand même la course à pied qui est impliquée là-dedans. Fait qu'il faut que je l'entraîne. Fait que de la course à pied. Fait que c'est quand même... Tu me décris ça, tu sais, mettons, moi, je passe avec le principe, puis quand je faisais de la natation, c'était un peu le même principe, là. C'est sûr que je faisais des épreuves vraiment plus courtes que tes épreuves à toi, mais je partais avec le principe du 80-20, tu sais, le 80% de ton intensité dans zone verte, puis 20% dans zone rouge, puis rarement dans zone jaune, tu sais. Ils appelaient ça la polarisation de l'entraînement, là. Mais à ce que tu me dis, s'il y a 4 séances par semaine, que c'est des gros intervalles, c'est plus que 20%. Là. Ça ressemble à quoi ta charge? Puis est-ce que quand tu fais ces intervalles-là, c'est j'imagine des longs intervalles, puis c'est pas de la zone rouge? Là. Ben, ou appelons-la la zone 4, là, je sais pas comment, tu sais, tout dépendant. Là. En fait, là, tu sais quoi, j'ai jamais calculé vraiment le pourcentage, mais d'après moi, on doit être quand même pas loin de 20%. Parce qu'admettons que je pars pour un entraînement intense de 3 heures, dans le 3 heures, là, je veux pas être à bloc tout le long. Tu sais, ça se peut que la première heure, ça soit un warm-up. Après ça, je fais ma séance. Ça peut être n'importe quoi. Mettons, ça se peut que ça soit 16 fois 4 minutes le plus fort que je peux. OK, c'est ça. Mais tu sais, au final, 16 fois 4 minutes, ça fait toujours bien 1h04. Ben, c'est ça. Ça fait juste 1h04, tu sais. Fait que c'est pas... Puis le reste de la séance, c'est comme easy. Fait que d'après moi, on doit être pas loin du 20%. En comptant tout le temps de la sortie. Oui, exact. C'est juste, mettons, 4 jours par semaine, je vais faire du travail de qualité qui est vraiment comme des intensités, puis où est-ce qu'on travaille des zones soit intenses ou tempo, ou dans ce coin-là. Puis les épreuves de cyclocross, est-ce qu'ils sont toutes le même temps? Toute la même durée? À peu près. À peu près, puis ça tourne autour de combien de temps d'effort? 50 minutes. 50 minutes. Fait que la course, là, il essaye que ça dure entre 50 et 55 minutes. Okay. Mais étant donné que la façon que ça marche, le cyclocross, pour ceux qui savent pas, c'est qu'on va avoir un tour qui fait à peu près 3 km. Puis ça peut être... le vélo qu'on utilise, c'est un bike qui ressemble à un vélo de route, mais avec des pneus à crampons. Fait qu'un peu comme un vélo de gravel, si on veut. Puis... Le parcours, ben, il peut y avoir plein d'obstacles dedans. Fait que ça se peut qu'il y ait des escaliers. Des fois, je dois débarquer du bike puis courir les escaliers. Épaule, exact. Courir, des fois, ça va être de la boue, du sable, du gazon, de l'asphalte, un mélange de plein de différents obstacles, si tu veux.
Fait que c'est un parcours de 3 km, puis dans le fond, ils disent, OK, la course doit durer entre 50 et 55 minutes. Fait que souvent, on part, puis après 2 tours de course, ils nous disent, OK, ben il vous reste 7 tours. Mettons, dépendamment à quelle vitesse on a fait les premiers tours. Fait que souvent, tu sais, je pars la course, puis je sais à peu près la durée, mais je sais jamais combien de temps de tours je vais faire. Ouais. Fait que c'est le même que ça marche. C'est intéressant, par exemple, ça, dans le fond. Fait que tu pars la course en sachant pas exactement le parcours, mais en sachant le temps. Ouais, ben on connaît le parcours. Non, mais dans le sens en sachant pas exactement le nombre de tours du parcours. Ouais, okay. Mais tu peux le guesser, j'imagine. Là. Si tu le testes une couple de fois, puis tu sais, Ouais, à peu près, mais tu sais, des fois, ça arrive que la course comme qu'il se faut, puis la course elle est vraiment plus longue, puis ça prend comme 1 heure finalement. Ouais. Ou, c'est quand même considérable 10 minutes rendu là. Ouais, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que, mettons, on part la course, puis c'est sec. Fait que là, on fait 2 tours, ça va vraiment vite, c'est sec. Puis là, d'un coup, là, il se met à pleuvoir des cordes. Mm-hmm. Puis là, ben, les sections qui se roulaient à pleine vitesse, tout d'un coup, il faut que t'es cours, ben, c'est juste plus lent parce qu'il y a de la boîte. Fait que tout d'un coup, le tour qui prenait, mettons, 6 minutes, ben là, ça se peut qu'ils prennent 7-8 minutes. Mm-hmm. Mais eux autres, ils avaient déjà dit le nombre de tours après 2. Fait que finalement, la course devient plus longue. Fait que, tu sais, ça, c'est des trucs qui arrivent des fois. Mais c'est correct, tu sais, on est prêt à faire... Dans le fond, nous, on s'entraîne pour faire comme 1 heure à fond. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, la course est toujours un peu plus courte. Puis donc, t'es prêt pour ça. Puis les intervalles, parce que là, pour un effort d'1 heure, on n'a pas parlé encore sur le podcast ici d'effort d'1 heure. On a reçu Xavier Dernay pour nous parler de marathon d'eau libre de 8 heures. Après ça, on a fait la distance marathon, Ironman. Mais une course d'1 heure, c'est une distance qui est quand même assez précise puis assez difficile parce que t'es dans le rouge pas mal tout le temps. Là, ah ouais, 1 heure. Là. C'est quasiment un genre de sprint, surtout pour un sport comme en vélo. C'est sûr que là, tu cours aussi, là, sauf que t'es pas mal à bloc. Là. Je suis 100% à bloc. Pour vrai, du début à la fin, des fois, je vais finir la course puis mon average heart rate, mes pulsations cardiaques vont être en haut de 190 pour l'heure complète. C'est vraiment à fond, là, du début à la fin. Puis c'est drôle parce que tu cherches, mettons, moi, quand je fais une étude de parcours, je suis sur le parcours puis je cherche les moments où est-ce que je vais pouvoir me reposer. Ouais. Mais les moments que je vais pouvoir me reposer, des fois, c'est un virage qui dure 2 secondes, que ça vaut pas la peine de pédaler dans ce virage-là. Tu vas à la même vitesse, fait que je me dis, OK, je peux en profiter pour prendre une bonne respiration dans ce virage-là. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, 2 secondes, mais des fois, mes pulses ont le temps de descendre un peu. Ouais. Puis j'ai le temps comme d'être plus fraîche. Ouais. Fait qu'on cherche vraiment pour les mini-secondes où est-ce que je peux me reposer. Des fois, il y a une longue descente, tu sais, qui va durer une dizaine de secondes, que je peux vraiment comme respirer puis relaxer. Mais c'est comme intéressant parce que, tu sais, c'est sûr que tu vas forcer. Ouais. Tu sais, fait que quand tu fais l'étude de parcours, quand j'étais jeune, je le faisais puis j'étais comme, ici, je vais pouvoir sprinter. Mais comme c'est sûr que je vais sprinter. Mais là, t'es comme dans l'inverse. Mais là. Oui, c'est ça. Là, je vais être capable de prendre un break. Là, je vais être capable de prendre un break. Exact, parce que c'est sûr que je vais aller en out. Je suis compétitive. Puis c'est sûr que si j'ai une opportunité de sprinter, je vais le faire. Ouais. Mais maintenant, je me focus vraiment sur être comme efficace. Puis pour être... Tu sais, en fait, là, c'est que si t'es trop à bloc puis tu n'as pas respiré dans ton virage puis dans ta descente relax, mais tu seras pas capable de sprinter. Ou bien ton sprint va être pathétique en tabarouette. Ouais. Fait que maintenant, je me focus vraiment à comme... OK, dans le fond, là, c'est sûr que je vais forcer, c'est un acquis. Où est-ce que je peux relaxer pour que quand je force, ça vale la peine? Mm-hmm. Fait que, ouais. Puis, étant donné que c'est pas un contre-la-montre, là, c'est des courses contre d'autres individus, j'imagine que cette vision-là de la course est d'autant plus importante parce que, oui, tu vas forcer, mais ça vaut-tu vraiment la peine de te mettre à bloc dans un secteur où est-ce que tu dropperas pas les autres? Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a quand même un facteur de draft, oui. Ouais. Puis aussi d'efforts gérés avec les autres, là, tu sais. Fait que d'être capable de voir, OK, non, là, je vais prendre un break, puis ça me coûtera pas sur ma position, sur ma place dans la course. J'imagine que c'est un facteur important. Non, absolument. Puis honnêtement, moi, c'est une partie que j'aime du cyclocross, c'est que, tu sais, j'ai fait des courses de vélo de montagne, de Coupe du Monde aussi. Puis en vélo de montagne, souvent, le parcours est tellement difficile que tu te ramasses que tout le monde roule tout seul. C'est quasiment un contre-la-montre au final. T'sais, on part tout le monde part en même temps, mais... Tu te ramasses toute seule, puis il y a comme 10 secondes entre tout le monde. Mais en cyclocross, ça reste beaucoup ensemble. Puis effectivement, je pense tout le temps à ça. T'sais, OK, est-ce que ici ça vaut la peine de dépasser quelqu'un pour après ça me mettre dans le vent, puis c'est moi qui force pendant que tout le monde se repose derrière moi? Pas vraiment. Fait qu'il y a beaucoup de tactiques. Il y a aussi des fois, d'observer qu'est-ce que les autres coureurs font. OK, moi, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on passe en groupe dans cette section-là, mais sans le vouloir, je leur mets 2 secondes. Ou ils me mettent 2 secondes. Tu sais, de voir les forces et les faiblesses de tout le monde, ça permet de prendre des meilleures décisions puis pour dire, OK, ben moi, dans cette section-là, clairement, je suis meilleur. Fait que peut-être au dernier tour, j'attaque juste avant cette section-là.
Fait que je rentre là en premier, c'est sûr que je leur mets 2-3 secondes, puis je suis capable de toffer jusqu'à la fin. Fait que c'est vraiment, oui, effectivement. Là, il y a cette game-là. Il y a vraiment cette game-là. C'est le fun quand même que, tu sais, les parcours changent selon l'épreuve, selon le moment. Fait que, tu sais, t'es comme... Tu peux jouer sur plusieurs aspects de ton bike handling, là, j'imagine. À 100%. Il y a les courses là, peuvent être tellement différentes. Il y a certaines courses qui sont quasiment comme un grass crit qu'ils appellent. Fait comme un critérium sur le gazon, tellement que c'est rapide, c'est sec, puis on peut aller jusqu'à en haut de entre 25 et 30 km/h pour la course. Puis ça, c'est considérant qu'il y a un peu de course à pied et tout, donc ça va vite. Ça va vraiment vite, puis la draft compte beaucoup. Là, exact. Mais d'autres jours, on peut avoir de la boîte sérieusement tellement profonde puis épaisse là, jusqu'à la quasiment jusqu'au genou, là, puis ça avance à genre 8 km/h. Puis ça irait quasiment plus vite de courir tout le long. Puis d'autres courses, ben c'est dans le sable, 100% dans le sable. Fait que là, c'est un handling complètement différent. Fait que c'est cool parce que on a même eu une course qui était 100% dans la neige. Ah ouais, hein? Ouais, 100% dans... As-tu le même bike? J'ai le même bike, mais tu sais, là, après, tu changes tes pneus, tu descends la pression des pneus. Tu sais, pour ceux qui connaissent un peu le bike, des fois, à la course dans la neige, par exemple, j'avais, je pense, 12 PSI dans mes pneus. C'est vraiment, vraiment mou, mais ça permet d'avoir comme une meilleure surface de contact. Fait que c'est vraiment... C'est cool parce que chaque week-end, ça change. Ouais, c'est ça. Puis mettons, il y a comme 15 filles, je dirais, ben, on est vraiment plus, là, on est, mettons, une centaine peut-être sur la ligne de départ, mais à chaque course, il y a à peu près 15-20 filles qui peuvent gagner. Ouais. Fait que, mais ça change pas mal à chaque week-end, dépendamment de nos forces et nos faiblesses dans certaines conditions de parcours. Ouais. C'est hot, c'est vraiment cool. Puis comment t'en es arrivé au cyclocross? Tu sais, c'est genre, raconte ton parcours complet, là, mettons, là, parce que on s'entend que c'est un sport quand même niche, là, tu sais. Moi, je connaissais pas ça avant de commencer à suivre plus le Tour de France, justement, puis là, savoir que ceux qui gagnaient toutes les étapes venaient du cyclocross, puis faire comme, OK, on en reparlera justement, là, pourquoi tu penses que ça arrive, mais fait que c'est quoi ton parcours pour te rendre là, dans le fond? Ouais, ben comme tu dis, c'est très niche. Surtout en Amérique du Nord, c'est vraiment peu connu, mais en Europe, là, c'est fou comme c'est gros. Genre, tu vas en Belgique, là, puis dans une course, il y a des... Mettons, je me fais reconnaître à l'épicerie en Belgique. Ah ouais, hein? Mais jamais de la vie, ça m'arriverait ici. C'est ça. Jamais. Là, fait que c'est vraiment gros là-bas. Mais bon, comment moi, j'ai découvert le cyclocross? Je faisais, depuis que je suis tout petite, j'ai fait des courses de vélo de montagne et du triathlon. Puis à l'âge de 18 ans à peu près, j'ai arrêté le triathlon. Je faisais ça de haut niveau quand même, là, mettons junior, mais niveau élite. Puis, c'était élite en triathlon. Ouais, c'est ça. Puis je me suis blessée en triathlon, fait que j'ai comme arrêté ça. Puis pendant 1 an, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai fait des courses d'aventure, j'ai fait plus de vélo. Puis un moment donné, une amie que tu connais peut-être, Evelyne Blouin. Non, OK. Bah, c'est une fille de Québec qui faisait du triathlon. Elle m'a appelée puis elle m'a dit « Hey, demain, il y a une course de cyclocross au Québec à Trois-Rivières. Je pense que tu trouverais ça cool, tu devrais venir. » J'ai dit, OK. Tu devrais participer ou venir me voir? Non, venir participer. Elle m'a dit, tu sais, elle savait que c'est ça, j'avais quand même des habiletés de bike à cause du vélo de montagne. Tu sais, ça développe comme des habiletés. Fait que j'ai acheté un bike. Dans ce temps-là, je travaillais dans un magasin de course à pied. Fait que j'avais un peu d'argent. J'ai acheté un bike cheap là, à 600$. Dans ce temps-là, ça existait. Puis... Puis j'étais allée à la course, puis j'ai capoté bien raide. La course était à Trois-Rivières. C'était une petite course régionale. Mais j'ai trouvé ça tellement hot, puis j'ai fini sur le podium de cette course-là, puis ils m'ont donné une bière, puis j'étais comme, voyons, c'est bien hot, ce sport-là, tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en faire un peu plus. J'ai fait comme le circuit régional au Québec, là, la Coupe Québec, puis après ça, on est allé un peu aux États-Unis pour voir c'était quoi. Puis là, c'était plus gros aux États-Unis, mais vraiment toujours dans l'ambiance, il y a comme une ambiance party, un peu, dans le cyclocross. Moi, c'est le feeling que j'ai maintenant. Tu sais, là, j'ai commencé à faire du trail running, là, un petit peu plus qu'avant, tu sais. Puis les événements de trail, il y a un peu ça, là. C'est une bière à la fin, puis c'est comme tout le monde est un peu festif, puis il y a genre cette espèce de vibe-là, là, je pense qu'il est un peu attribué au genre de sport extrême, si on veut. Là. Ouais, extrême. Tu sais, des genres de X-Games, tu sais, de quoi de même. Là. Exact, c'est extrême, puis c'est un peu excentrique. Tu sais, c'est pas, mettons, quelqu'un qui fait du vélo va faire du vélo de route. Ouais. Quelqu'un qui fait de la course va faire de la course à pied normale. Ouais. Mais c'est comme le segment un peu plus excentrique, si on veut, du sport. Fait que moi, je trouvais ça vraiment le fun, parce que toute ma jeunesse, j'avais fait du sport de haut niveau qui était quand même sérieux, puis là, c'était comme, OK, je peux me pousser autant, c'est autant de haut niveau, mais c'est le fun. Fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire plus de ça. Puis, honnêtement, j'ai vraiment pogné la piqûre, là. Puis j'en ai fait de plus en plus. Puis j'étais quand même pas pire. Dans ce temps-là,
Maintenant, il existe des catégories junior pour femmes, là, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Fait que je courais élite, même quand j'étais super jeune. Puis j'ai commencé à faire des podiums dans les courses aux États-Unis. Fait que je me suis fait remarquer par une équipe qui m'a amené sur leur équipe de développement. Fait que là, tout d'un coup, j'avais des bikes, j'avais du support. Après ça, j'ai signé sur une grosse équipe professionnelle qui était comme pour vélo de montagne et cyclocross. Fait que je faisais les deux en parallèle j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, depuis 2018, dans le fond, j'ai parti ma propre équipe de cyclocross. Fait que, tu sais, c'était cool de faire le vélo de montagne et le cyclocross en même temps, mais ça faisait que je courais 12 mois par année, en fait. J'étais tout le temps en train de faire des courses parce que le cyclocross, ça commence en septembre, ça finit en février, puis le vélo de montagne, ça commence en février, puis ça finit en septembre. Fait que j'étais tout le temps en train de courir, ce qui était cool, puis j'ai appris plein d'affaires. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, je pense que je suis tout le temps comme à 80% parce que je suis tout le temps un peu fatiguée. Qu'est-ce que je serais capable d'accomplir si je faisais juste le cyclocross, qui était pour moi ma passion. C'était ça j'adore le vélo de montagne, mais... C'était peu le fun pour toi. Ouais, il y a de quoi en cyclocross, je sais pas c'est quoi, mais il y a de quoi qui me fait plus triper. Fait que, David, mon copain et moi, on a parti une équipe. On s'est dit, OK, on se trouve des sponsors, on se part ça, puis je mets comme toutes mes œufs dans le panier du cyclocross. Fait ça fait depuis l'automne 2018 qu'on fait ça. Puis, ça a quand même marché. J'ai eu comme les meilleurs résultats que j'ai toujours eu. Puis, tu sais, tantôt, je parlais que le sport était gros en Europe. Le fait de me focusser sur le cyclocross, ça me permet d'aller habiter en Europe une partie de l'hiver. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, d'habiter en Europe, c'est t'es comme dans le bain où est-ce que le sport est le plus gros, mais c'est aussi, à tous les week-ends, c'est quasiment une Coupe du Monde. Même s'il n'y a pas de Coupe du Monde, 2 ou 3 fois par semaine, je peux courir avec les meilleures filles au monde. Fait que je veux pas dire que ça banalise le Coupe du Monde, mais ça fait que tu deviens tellement habitué de courir à ce niveau-là. C'est plus stressant. C'est plus stressant. Les filles, je les connais super bien, puis tu sais, ça fait juste élever ton niveau. Au début, j'ai mangé des claques solides, là. Tu sais, j'ai voulu abandonner une couple de fois, mais à force de rester là, de courir toujours à ce niveau-là, finalement, je suis rendue à ce niveau-là. C'est ça l'affaire. Fait que c'est ça mon parcours au final. C'est comme ça que je suis rentrée dans le cyclocross. Ouais, parce qu'en t'entourant de monde meilleur que toi, t'as comme pas le choix. Là. Ah, t'as pas le choix. C'est quand, OK, ça va être ce niveau-là à tous les week-ends, I guess que j'aurais pas le choix d'être ce niveau-là, sinon j'ai pas ma place ici, tu sais. Exact. Puis tu sais, c'est progressif. Au début, je me faisais planter solide. Ouais. Mais après, une fois de temps en temps, j'avais une course correcte. Mais des fois, c'était, aujourd'hui, j'ai réussi à faire 3 tours en avant. Puis après ça, je me suis fait lâcher. Mais 3 tours, après ça 4 tours, après ça 5 tours, puis là tout d'un coup, bing, je suis le podium d'une Coupe du Monde. Fait que tu sais, ça a été comme des étapes comme ça. Je le dis de même, ça a l'air d'avoir été facile. Non, mais j'en ai pleuré une shot, là. Mais c'est sûr. Mais tu sais, au final, je pense que d'avoir couru à ce niveau-là autant souvent, ça fait que maintenant, j'arrive à suivre. T'sais. Ouais, puis mais c'est vraiment hot de prendre la décision de mettre tous tes œufs dans un projet, là, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent glorifié, mettons, cette idée-là. Genre, si t'as un plan B, c'est que t'as pas de plan A, tu sais, la fameuse phrase qu'on entend tout le temps, mais c'est tough, là. Ah ouais, c'est tough. C'est tough, tout se mettre all-in sur une affaire, là. Tu sais, tu l'as dit, genre, t'en as pleuré une shot. J'imagine que oui, parce que quand t'es en Europe, puis là, t'as décidé de juste faire ça, puis que t'as créé ta propre équipe, puis là, t'es en Europe, puis tu te fais dropper après 2 tours. Puis là, tu rentres dans le trailer pour laver ton bike, puis t'es tout couvert de marde. Puis là, tu te dis, ah, man, c'était-tu vraiment ça le plan? C'était ça le projet? C'est pile ça. Puis en plus, tu sais, là, j'ai expliqué vite, mais moi, avant de faire le choix là, de me faire ma propre équipe, j'étais dans la plus grosse équipe pour femmes au monde. Ouais. Fait que, tu sais, tout était fait pour moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me pointer à la course puis me payer un salaire. J'avais rien d'autre à faire, là. C'était juste le bike. Là, en me partant ma première équipe, premièrement, la première année, je l'ai faite tellement à la dernière minute, j'ai décidé de partir ça genre en août, puis la saison commence en septembre. Fait qu'on avait du support au niveau équipement, mais pour la première saison, là, j'avais pas d'argent. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme, c'est mieux de marcher parce que moi, j'ai mis de côté un full salaire puis toute une structure professionnelle pour essayer ça tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, David, on avait un peu d'argent de côté, fait que c'était correct. Puis avec l'équipement qu'il me donnait, je me disais, au pire, à la fin de l'année, si je vends l'équipement, je peux comme break even. Mais tu sais, il y avait quand même un risque que j'étais en train de tout foutre en l'air, tu sais. Ouais. Fait que là, quand j'ai eu une bonne saison en Amérique du Nord cette année-là, j'ai gagné quand même pas mal de courses. Mais après ça, t'arrives en Europe puis tu te fais varloper une fois après. Comme tu dis, là, un coup après l'autre, tu dis, boy, tu sais, je sais pas si ça va marcher. C'était-tu la bonne décision? C'était-tu la bonne décision? Mais finalement, tu sais, oui. Parce qu'au final, je pense qu'une partie de
de ce qui a fait que ça a marché, c'est que les commanditaires qu'on avait, qui ont commencé petits, mais ils trouvaient que l'histoire était cool. Puis ils aimaient ça faire partie de cette aventure-là, que comme, OK, il y a jamais vraiment une Canadienne ou un Canadien même qui a réussi en Europe. Il y a eu Lynn Bessette qui l'a fait. Dans ce temps-là, il y avait moins de coverage. C'était un petit peu moins... pour moi, c'est une idole, mais c'était différent. Elle était surtout sur la route, puis elle faisait un peu de cyclocross. Il n'y a jamais comme un Canadien qui a performé sur la scène mondiale en cyclocross. Fait que je pense que pour certains des commanditaires, c'était cool de faire partie de cette histoire un peu underdog. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui a joué un peu dans notre faveur. Puis on s'est assuré de faire une bonne job niveau comme de remercier nos commanditaires. De visibilité pour les commanditaires. Du mieux qu'on pouvait, du moins. Puis ça a fait qu'ils ont réembarqué l'année d'après, mais plus. Puis à chaque année, ça a augmenté. C'est que les commanditaires aussi qui commencent, tu sais, mettons, moi, je suis dans cette situation-là avec Upica, justement, de comme, OK, là, j'aimerais ça comme commandité des athlètes. Parce que moi, mon but ultime, c'est ça. Là, je pense que je vous en parlais à toi et Dave. Mon but ultime, c'est de pouvoir donner de l'argent à des athlètes pour faire genre, hey, suis ton rêve. Là, parce que j'aurais aimé ça que quelqu'un me le fasse quand je nageais, mettons. Là, de faire genre, hey, check, là, j'ai comme de quoi, je veux te supporter pour. Puis, fait pour ces partenaires-là, j'imagine qu'ils grossissent un peu en même temps que toi, là, tu sais. Oui, fait je pense qu'ils peuvent, ils peuvent augmenter leur support au fur et à mesure que ça lève, mais écoute, c'est un bon gamble quand même, là. Ouais, c'est un bon gamble, mais tu sais, je te dirais, une chance que David était là. Ouais. Pour ceux qui savent pas, David, c'est mon mari, mais c'est... Qui va être dans un épisode qui s'en vient prochainement sur le Pika Podcast. Une chance qu'il l'a fait avec moi. Tu sais, si j'avais été seule, ça aurait été une autre histoire. Parce que là, après, moi, il aurait fallu que j'engage un mécano, que j'engage un système de support. Mais là, le fait qu'on le faisait ensemble, c'était comme, OK, ben, on va tout faire ensemble. On le fait tout ensemble. Puis on va réduire les coûts au maximum. C'est ça. Puis réduire les coûts, oui et non. Réduire les coûts, mais en même temps, tu te dis, OK, il faut quand même t'investir dans ton propre succès. Ouais. Fait que, tu sais, faut non, mais quand je veux dire, là, t'as pas besoin d'avoir un. Tu sais, mettons. J'ai pas besoin de payer un mécano. T'as pas besoin de couper pour un mécano, t'as pas besoin de couper pour un agent, t'as pas besoin de couper pour quelqu'un qui fait la logistique. Tu sais, toi, tu te concentres sur tes affaires. C'est sûr que tu dois faire un petit peu tout ça en même temps, là, mais. Ouais, mais quand même, c'est ça. Exactement. Fait que, une chance qu'on l'a fait ensemble, puis finalement, ben, ça a fonctionné, puis finalement, on a vraiment du fun à le faire. T'sais, oui, les résultats s'améliorent, mais on trippe à faire le côté partenariat aussi. Fait que, bon, c'est cool. C'est hot. Ouais, on est chanceux que ça ait marché. Ben non, ben écoute, je pense pas que c'est la chance, c'est le bon mot, là, mais vous avez fait ça marcher. Vous avez fait que ça a marché. Ouais. Tu parlais tantôt, tu sais, du background un peu élite sur route, là, tu parlais de triathlon. Moi, ce que ça m'a fait quand j'ai commencé à découvrir le trail, mettons, c'est j'ai commencé à vraiment moins m'intéresser aux chiffres qui étaient soit sur ma montre ou soit sur, en fait, sur Strava ou whatever, là, tu sais. Ouais. Je sais que le vélo sur route, c'est un des sports les plus basés sur les chiffres. Tu sais, mettons, là, au Tour de France, tout le monde sait comment ils sont capables de pousser en watts pendant tant de temps. Fait que les échappés, soit ils se rendent ou ils se rendent pas, mais ils vont pousser le maximum qu'ils peuvent pousser pendant la période de temps définie, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a ça aussi en cyclocross? Est-ce que le wattage, c'est quelque chose qui est important? J'imagine que ça l'est, mais en même temps, c'est ça qui est le plus important? Ce l'est, je te dirais, à l'entraînement, mais une fois que la course commence... On s'en fout. On s'en fout. Une fois que la course commence, c'est pas ceux-là qui pousse le plus de watts, c'est ceux-là qui va le plus vite, au final. C'est tout basé sur la vitesse. Puis des fois, en cyclocross, ça va être beaucoup, OK, où tu mets ton power? Puis est-ce que... Tu sais, mettons que je te donne un exemple. Quelqu'un qui accélère vraiment vite, puis qui coaste après, il va arriver du point A au point B peut-être plus vite que la personne qui accélère pas, mais qui va vraiment constant au point B. Fait que il y a vraiment beaucoup d'accélération, vraiment beaucoup de comment conserver ma vitesse dans une section technique sans des fois sans pédaler. Là. Fait que oui, beaucoup à l'entraînement, tu sais, je regarde mes chiffres quand je fais des pas faux. Tu sais, c'est intéressant en fait comme concept parce que tu sais les chiffres là, ça peut te donner confiance mais ça peut te démolir aussi. Puis tu sais, moi pendant longtemps je vénérais les chiffres sur mon power meter. Je voulais savoir ma puissance. Puis, si je faisais mes intervalles, si je touchais pas le chiffre, j'étais découragée. Mais, tu sais, maintenant, là, mon entraîneur qui est David, mettons qu'on fait des intervalles, il va me donner un range. Mais il me donne plus de chiffres exacts. Parce que quand tu y penses, là, mettons que tu me dis, OK, fais 5 minutes à 300 watts. OK, je le fais. Admettons que je suis capable de faire 320 ce jour-là parce que je me sens bien. Mais si c'est marqué 300, je le ferai pas. Fait que ça peut être une limite que tu t'imposes des fois.
Puis de l'autre côté, mettons qu'une journée, je suis un peu off, puis je fais 295, mais c'était vraiment mon meilleur effort. Mais j'ai pas échoué. Tu sais, l'entraînement est bon pareil, là. Tandis que si tu accordes trop d'importance au wattage, tu vas sortir de ton training complètement démoralisé. Complètement démoralisé, mais au final, tu sais, le but, là, quand tu t'entraînes, c'est d'être bon, assez bon, de façon vraiment constante. Pas d'être le meilleur à chaque jour, parce que c'est impossible, tu sais. Fait que, oui, je te dirais, je regarde mes chiffres pour me donner une indication comme, hey, là, je suis quand même en shape de ce temps-ci, ou bien, crime, j'ai du travail à faire, tu sais. Mais pas plus que ça. Parce que, tu sais, au final, ça détermine pas ta performance. Puis, tu sais, vraiment, là, j'essaie toujours de me rappeler, c'est pas celui qui force le plus, c'est celui qui va le plus vite. Puis en cyclocross, ben, je regarde même pas mes chiffres, là, zéro. Ouais. J'ai aucune idée. Tu sais, des fois, après la course, on le check parce qu'on peut le voir, là. Ouais. Tu peux voir tes pics de vitesse, mettons, puis les zones d'effort, ouais. Exact. Puis je peux voir mon power. Puis des fois, tu sais, c'est le fun de le regarder après coup en disant, OK, cette course-là, là, j'ai gagné la Coupe du Monde, j'étais le meilleur que j'ai jamais été. C'était quoi à peu près les chiffres? Juste pour se donner une idée pour l'année d'après, tu sais. Qu'est-ce que ça prend pour être dans le game, mettons? Qu'est-ce que tu poussais la semaine avant, mettons? Ouais, genre, tu sais, quand l'année d'après, quand tu te réentraînes pour la saison, tu vois comme, OK, l'année passée, quand j'étais à peu près dans ce range-là, j'étais compétitive pour gagner des Coupes du Monde. Fait que je vais essayer d'aller à peu près, tu sais, ça va me donner une idée de combien il faut que je sois bonne. Mais, tu sais, pas plus que ça. Jamais de la vie, je vais regarder mes chiffres pendant la course. Ouais, OK. Lance Armstrong, il y a un podcast en ce moment là, qu'il fait après le Tour de France, là, qui commente les étapes, puis ils ont reçu, là, 3 jours, ils ont reçu Mark Cavendish. OK. Puis il demandait, tu sais, ceux qui savent pas, un des plus grands sprinteurs de tous les temps, puis il demandait, il parlait justement de wattage, tu sais, puis parce qu'il demandait à Mark Cavendish, il pensait que s'il était au Tour, il aurait pu gagner les étapes encore, puis lui il dit oui, tu sais. Ouais. Puis il dit, il parle à George Hincapie, qui est comme le co-host là, qui ont coursé ensemble. Ouais. Puis il dit, tu sais, George, tu le sais, moi mon wattage est misérable. Tu sais, je suis vraiment pas, je suis vraiment pas hors de la norme dans le wattage. Il dit, mais c'est d'être capable de sprinter après 200 km. Dans un bunch sprint à la 3e semaine du Tour de France. Il dit tout est vraiment circonstanciel. Puis le wattage, c'est une affaire, mais ce n'est qu'une seule affaire. C'est pas la totalité de la performance. Oui, je suis tellement d'accord. Puis, tu sais, dans une situation comme ça, puis dans le cyclocross, c'est un peu pareil. Tu sais, être capable de prendre des décisions, être capable d'être bon quand ça compte. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas rapport de tes chiffres. Ouais. Puis moi, j'ai eu de la misère avec ça pendant longtemps. J'étais la championne de l'entraînement. J'étais tout le temps meilleure à l'entraînement, mais je choquais dans les courses. Ou quand c'était le temps de comme vraiment tout mettre sur la ligne, là, puis que tu te rends vraiment vulnérable, mais j'étais pas capable. Puis maintenant, je suis capable de le faire. Je suis pas plus forte que je l'étais, mais mes résultats sont à peu près 100 fois meilleurs, tu sais. Ouais. Fait que ça, ou être capable de prendre des bonnes décisions tactiques. Mettons, Mark Cavendish, là, quand ils vont à 70 km/h, puis tu choisis quelle roue tu vas prendre, puis quand tu lances ton sprint, pas rapport, là, si tu fais le plus ou le moins droite, il faut que tu sois capable de prendre la bonne décision, puis d'y aller le tout pour le tout. Fait qu'effectivement, tu sais, oui, je pense que les watts, ben, c'est un métrique qui peut t'aider des fois à l'entraînement, mais je pense vraiment pas que c'est le déterminant. Surtout pas dans un sport qui a autant de facteurs. Ou, tu sais, des fois, en cyclocross, on le voit, il y a des filles ou des gars qui sont vraiment forts. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il y a un segment sur l'asphalte, comme tu vois, là, c'est des trains, là. Ça tourne, ils sont pas capables de tourner. Fait qu'ils sont pas meilleurs, là. Fait que c'est vraiment, il faut être balancé. Tout le monde s'est accroché à eux autres. Puis, exact. Puis on les passe à côté, puis c'est fini, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un métrique qui est comme intéressant à voir. Puis des datas qui peuvent te donner une idée de où est-ce que tu te situes à peu près. Souvent, beaucoup juste par rapport à toi-même. Mais je pense pas que c'est un facteur déterminant de si tu peux performer ou non. Ouais. Il y a une nouvelle façon, justement, de calculer le training là, par le sang, là, le niveau de, je sais pas exactement quoi dans le sang, là, je sais pas si c'est l'acide lactique ou de quoi même qui calcule, tu sais. Fait que le monde sont rendus qui sont... Puis là, tu sais, là, on est rendu... je trouve qu'on s'éloigne quand même de genre la nature instinctive du sport, là, tu sais, mais c'est là que tu calcules tes pulsations cardiaques selon le pourcentage de globules blancs ou je sais pas c'est quoi là, qu'ils prennent dans le sang pour être capable de trouver ta zone. Ça, c'est la zone 2, c'est là. Ah, c'est ton lactate, ça. Ouais, c'est sûrement ton lactate. Puis, mais ça, je trouve que ça commence à dénaturer un peu le truc, là. Ouais. J'ai l'impression, là. Ben, mettons, moi, je fais pas ça. Ouais. Tellement, là, que je sais un peu de quoi tu parles, mais je peux même pas te dire les termes. Ouais, non, c'est ça, comme, exact. Peut-être David pourrait t'en parler plus, mais, tu sais, moi, au final, là, j'aime ça faire du bike. C'est ça.
J'aime C'est ça qui est hot. J'aime ça être dehors, là, Ouais. puis j'aime ça rouler, puis j'aime ça me mettre à bloc. Pas tout le temps, là, mais des fois, j'aime vraiment ça. Puis être dans une zone que je suis comme... Sur le bord, là, que si je continue un peu plus, genre, j'explose. Mais dans le fond, je suis capable de... OK, crime, je suis capable d'une seconde de plus, une seconde de plus. Comme, puis là, il faut que je me parle. Ça, j'adore ça. Ouais. Puis sinon, j'adore juste partir en bike pendant 8 heures, s'il faut, pour juste, comme, être là. Puis... Avec les années, tu sais, j'ai essayé des fois d'être comme plus scientifique ou de travailler avec des scientifiques, de faire, OK, là, je vais essayer de calculer mes trucs. Mais au final, pour moi, là, puis c'est vraiment personnel, mais pour moi, ça marche pas. Parce que quand je fais ça, je perds le fun. Je perds ce que j'aime de faire du bike. Puis, ben, je deviens pas bonne. Comme, c'est con, là. Mais pour moi, je suis vraiment meilleure quand je suis comme impliquée dans la course puis que je suis excitée d'être là puis que j'ai goût de dépasser quelqu'un puis j'ai goût de comme jouer tactique. Pour moi, c'est ça qui fait que je suis bonne. C'est différent pour tout le monde. Il y en a qui vont vraiment thriver à comme baiser leur bouffe puis être vraiment calculer leur sang, je sais pas trop. Là, eux autres, il y en a que ça les stimule. Mais moi, c'est pas ça que j'aime de faire des courses puis de faire du bike. J'aime ça, le comme hands-on, sur le vélo, m'amuser, tu sais. Ouais. Mais... Puis avoir du fun dans ton sport, moi, mes 2 dernières années de natation, ça a été les meilleures de ma carrière de loin. Puis c'est juste parce que j'avais du fun. J'ai changé complètement ma façon de m'entraîner, j'ai changé complètement ce que je faisais, j'ai changé mon groupe, j'ai changé de coach. Puis c'était juste, hey là, je vais faire ça juste pour le fucking fun parce que j'en avais plus, tu sais. Ouais. Puis là, quand tu retrouves ça, tu fais Chris, c'était ça. Ouais, c'est puis fou. là, t'as les meilleures performances, puis là, ça va bien, tu sais. Ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, je me sens quasiment cliché de dire ça. Parce que, tu sais, c'est un cliché qu'on entend là, en anglais, là, le monde dit souvent fun is fast ou happiness is fast, mais c'est comme tellement vrai. Ouais, quand tu l'as expérimenté, là, un peu comme tu partages là, c'est fou, là, la différence. Tu sais, des fois, comme d'être... Pour vrai, des fois, là, je suis un peu moins en shape, mais je suis comme un peu plus fresh, peut-être un peu plus reposée, puis excitée d'être là. Ça fait toute la différence. Exact. Tu sais, mettons, là, quand je te disais que j'ai rushé en Europe au début, là, une des raisons pourquoi je rushais, c'est que j'étais tellement pas bien, là. Comme, là-bas, maintenant, c'est le fun, là, parce qu'on est établi là-bas, puis on a des amis, puis tout, mais au début, on était là-bas, puis c'était juste moi puis David dans une petite maison sombre, avec 0 amis, on voyait personne pendant 3 mois, c'était juste comme cyclocross, puis avec des œillères quasiment. Puis c'était plate, j'avais rien à faire. Comme j'étais là-bas, puis j'étais comme, OK, ben j'ai roulé le matin, en plus, il pleut tout le temps. J'ai roulé le matin, mais là, il reste bien, tu sais, tu roules 3 heures, la journée complète, il reste là. 10 heures là, à la journée, là, puis j'avais rien à faire, puis c'était plate, puis comme plus ça allait, plus je devenais poche, mais surtout parce que plus ça devenait plate. Puis à un moment donné, on a comme figuré un système qu'on aime là-bas, puis qu'on est bien. Puis tu sais, je comprenais pas, parce que je revenais aux États-Unis, là, puis la semaine après, là, puis là, tout d'un coup, je gagnais tout, c'est le même monde. Puis j'étais comme, mais voyons. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'est ça, il n'y a rien qui s'est passé, là. C'est juste que d'une place, je suis bien, puis je suis contente d'être là. Puis l'autre place, ben j'ai l'impression qu'il faut que je me force pour être là, tu sais. Fait que là, on a figuré un système qui fonctionne pour nous, mais tout ça pour dire, comme c'est pas un cliché, c'est tellement vrai que... Parce que l'affaire, c'est que si t'es pas heureux, tu peux pas t'amener au bout de toi-même, je pense. Ouais. Ça demande tellement de willpower pour pousser ta limite, tu le sais, là. Tu sais, quand dans un intervalle, t'es comme à bout, là, ça prend tellement d'énergie pour pousser encore plus loin. Mais que si t'es pas heureux, si t'es pas émotivement bien, tu peux pas le faire. Tu vas aller à 90%, mais tu seras jamais capable d'aller au bout. Mais si t'es bien, ça demande même pas d'effort. Si t'es content, t'as juste le goût. Ça te tente de le faire, c'est ça. Exact. Fait que ça fait toute la différence. C'était Lionel Sanders qui disait, si ça te tente pas de faire un training, il y a quelque chose que tu fais pas comme du monde. C'est vrai. Puis c'est quand même vrai, tu sais. C'est sûr qu'il y a des jours que ça te tente moins que d'autres, là, tu sais, ça va tout le temps arriver, là, tu sais. Sauf que s'il y a un gros training, puis qu'à la place d'être excité de le faire, t'as peur de le faire, il y a quelque chose dans ta planif qui est pas, tu sais, ou dans l'orientation que ta vie prend qui est pas optimale, là, ah ouais, et moi ça m'est arrivé là, d'avoir peur de faire des trainings, là. Ça, c'est le pire feeling, ça. Moi, ça m'est arrivé aussi en natation, puis c'est là que j'ai su que j'avais un problème. C'est comme, OK, non, ça sera pas ça le chemin vers le succès pour toi, là, de te pointer. Même, moi, c'était même des fois, même pas des trainings, mais des épreuves en compétition que, genre, c'était mes épreuves, puis que là, étant donné que c'était mes épreuves, les épreuves dans lesquelles j'étais le meilleur, que je me mettais tellement de pression, puis que là, fallait que je parte en tel temps.
Puis là, fallait que je revienne en tel temps, fallait que je parte le kick. Puis là, le matin, je me levais, mettons le matin du 200 dos là, dans les compétitions nationales, je me levais, je tremblais toute la journée à cause de ça. Genre, ça me tentait pas pantoute. Là. C'est pas un bon feeling, mais je reconnais tellement qu'est-ce que tu veux dire. Puis pour moi, là, avec le temps que j'ai réalisé, là, c'est que dans ce temps-là, je pense c'est que je mettais, je mettais trop d'importance à... Comme si le résultat de mon entraînement définissait qui je suis. Mm-hmm. Puis si je réussis pas à faire le meilleur entraînement du monde, je suis un échec. Ouais. Puis j'ai échoué, puis je suis une loser. Puis c'est vraiment de même que je le voyais. Puis je me rendais pas compte là, que je le voyais de même, mais avec le temps, je m'en suis rendu compte. Puis, tu sais, maintenant, je suis capable de voir, OK, cet entraînement... Là, il va être tough en temps. Fait que des fois, oui, j'ai un petit stress parce que ça va faire mal, tu sais. Mais ça, c'est un mais bon ça, c'est stress, correct. là. Ça, c'est correct. Tu sais, après, si je fais pas mon record, je sais que ça définit pas qui je suis comme personne. Ouais. Puis, en autant que je fais mon effort maximal ou même mon meilleur effort du jour, ben ça va être réussi. Puis that's it, là. Ouais. Tu sais, mais oui, puis... tabarnouche, j'en ai plein de fois là, que j'étais tellement nerveuse pour un entraînement. Hey, je suis toute seule sur la montagne, là, à monter puis descendre la même bosse, toute seule à 2 km chez nous. Il n'y a rien de stressant là. Mais pour moi, c'était comme tellement lourd, puis j'y pensais avant, des jours avant. Puis... Mais c'est ça. Je pense que là, avec le temps, j'ai réussi à me libérer de ça plus. Puis maintenant, j'apprécie un petit stress. Tu sais, c'est nice quand t'as un petit stress parce que c'est comme, OK... Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Là. Exact. C'est excitant. Puis au final, des fois, le petit stress t'aide à mieux performer. Mais il y a une différence entre stress et anxiété. Tu sais, puis... Ouais, exact. On parlait tantôt de la durée de tes courses. Puis, je demande cette question-là à tous mes invités. C'est quoi ton set préféré, mettons? Ton training préf, puis là, ça va être intéressant justement parce qu'on parlait de durée. Ça va être pour une durée qu'on n'a pas encore explorée sur le podcast. Mais c'est quoi, mettons, un set que quand tu le fais, puis que ça va bien, là, somme toute, là, tu fais comme ça c'était un bon travail. Là. Aujourd'hui, c'était de la bonne job ce que je viens de faire là. C'est une bonne question. Nous autres, l'entraînement est vraiment varié. Fait que je te dirais, c'est très rare que, comme la même série, je la refais plusieurs fois. Ouais. Ou même le type de training. Ouais, le type de training, il y en a 2 qui viennent en tête. Un qu'en fait, j'aime pas faire, mais que t'as l'impression que c'est payant. Fière. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, puis des fois, on fait à travers l'été comme on build. Fait qu'on commence en faisant, mettons, 16 fois 3 minutes. Puis la semaine après, c'est, je sais pas, mettons, 15 fois 4, puis whatever. Puis maintenant, on se rend jusqu'à 12 fois 5 minutes best average. Puis j'aime pas ça tant que ça. Parce qu'en fait, ces workouts-là, comme je pars de chez nous, je fais un warm-up, puis là, je monte, puis je descends la côte. Les 5 minutes, il y a quoi entre les 5 minutes? 2 minutes, le temps que tu redescends la côte. 2 minutes de rest actif. Ouais, tu descends la côte. Entre 2 et 3 minutes. Fait que le temps, mettons, ça me prend 5 minutes de monter la bosse. Je redescends, ça prend à peu près 2 minutes, puis boum, je repars. OK. Fait que tu as le temps de respirer en descendant, là. Mais pas tant que ça, quand même. Mais c'est comme... C'est vraiment tough, ces workouts-là, parce que c'est best average. Fait que tu sais, là, si tu t'amènes au bout de toi-même, j'aime pas ça nécessairement. Ça, c'est un de ceux, comme j'y pense avant, je suis un peu stressée. J'en fais plus de l'anxiété, mais je stresse un peu. Mais quand je le fais bien, ça me rend vraiment fière. Ouais. Comme je finis, puis je suis yes, tu sais. Fait que ça, c'en est un. Mais sinon, un que j'aime faire, puis que souvent, quand je le fais bien, je suis comme, hey, là, je suis prête, là. Là, je suis en shape. On va faire beaucoup des alternances, genre, mettons, on va faire, je sais pas, une couple de fois des 10 minutes de 20 secondes on, full gas, 40 off. Fait que des 20-20, après ça, on fait un autre 10 minutes de 30-30, après ça, 40-20, après ça, 20-40, 30-30, 40-20 en alternance d'un autre 10 minutes. Fait que c'est une séance qui va prendre, mettons, ça va prendre 3 heures avec une bonne heure et demie de vraiment intensité intense. Fait que des courtes intensités. Puis souvent, après ça, on suit avec un genre de 10-15 minutes de tempo. Puis un peu de paceline. Fait que moi puis David, comme on s'échange paceline, mais comme race pace, paceline. Puis souvent, après, fait que c'est un entraînement qui touche à tout. Tu sais, je fais des trucs vraiment intenses, puis des tempos plus longs. Puis souvent, je finis ça, puis je suis comme, là, je suis prête à aller racer. Ouais. Parce qu'en plus, c'est que ça doit simuler vraiment les accélérations, puis les décélérations de ta course. Puis là, t'es comme tout le temps dans des...
Oui, exactement. Puis souvent, la façon qu'on le fait, c'est qu'on part avec... Même des fois, là, attends, je recommence. Mettons, on va le partir avec un 2 minutes all-out. Le plus all-out que je peux. Après ça, puis là, ça donne le goût de vomir quand même. Puis là, après ça... 2 minutes all-out, peu importe à quel sport, là. 2 minutes à bloc, c'est décollissant. Ouais, vraiment. Fait que là, tu finis, je prends une mini-pause, puis là, on part. Puis là, on enchaîne comme, mettons, 3 ou 4 fois 10 minutes de, comme je te parlais, 20, 40, 30, 30. Puis après ça, on fait un peu de tempo. Fait que ça stimule le début d'une course qui est vraiment intense, beaucoup d'accélération. Après ça, des fois, dans le milieu de la course, ça settle un peu. Fait que le tempo arrive. Ouais. Puis après ça, on finit avec une coupe de sprint intense parce que le tempo de la course comme réouvre après. Fait que c'est une course qui est un workout qui est un peu simulation de course. Mais c'est ça, quand je le finis, souvent, ce type de workout-là, on va le faire, là, on le fait au cours de la saison, mais souvent, on en fait des plus intenses juste avant que la saison arrive. Puis c'est ça qui me donne le... On est prêt. Ouais, c'est ça, la confiance de comme, go. Ouais. Puis les saisons, les courses s'enchaînent, là. Fait que j'imagine que les semaines entre les... Mettons, ça arrive, là, tu sais, que chaque fin de semaine, tu dois racer, mettons, là. Ouais. Les semaines entre ça, c'est-tu juste récup active, touche à rien, ou tu touches un peu à... Non, on touche un peu, fait que souvent... le training continue, là. Ben, ça dépend de certains moments, mais tu sais, la saison est longue. De septembre à février, là, je vais courir presque tous les week-ends, sauf 2 ou 3. Ouais. Fait que si je m'entraîne Pas le choix de rester fit, là. Ouais, si je m'entraîne plus, je finis par être moins bonne. Ouais. Fait que la plupart du temps, là, on va continuer à s'entraîner. Souvent, le lundi après la... Fait que souvent, je cours samedi et dimanche. Lundi, je vais faire une longue sortie, mettons un 4 heures, ou plus ou moins, mais relax. Le mardi, ça va être chill là, pour récupérer du week-end. Le mercredi, je fais quand même un gros workout. Le jeudi, je vais sûrement faire une sortie correcte, mais avec un peu de sprint et d'intensité, souvent en trail ou des trucs techniques un peu. Le vendredi, une petite activation, court, mais juste pour réveiller le système. Puis là, on recourt samedi, dimanche. Non, du stock pareil. Puis j'imagine que tu as des compétitions pour lesquelles tu veux piquer. Fait que tu times un peu en fonction de ça. Exact. Fait que il y a certaines semaines qui sont moins importantes pour moi, que je vais m'entraîner plus que ce que je viens de te dire, mais d'autres semaines que je veux piquer, ben j'en fais moins là. Ouais. Je vois ton bracelet, c'est-tu un Whoop? Ouais. T'aimes-tu ça? J'adore. Ouais. Ça, toi, tu le gardes tout le temps, dans le fond. Ouais, ça track ton sommeil, ça track ton readiness. Là. Ouais, exact. Puis est-ce que tu... parce que je sais que... Je sais pas, je me rappelle plus de l'histoire, je l'avais entendu de où, mais c'était des coureurs du Tour de France qui disaient que eux, des fois, ils se réveillaient le matin, puis c'était pas Whoop à cette époque-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisaient pour calculer leur métrique, mais que ça dictait l'entraînement du jour, mettons. Leur niveau de readiness. Est-ce que toi, des fois, tu regardes ton Whoop, tu fais comment on pourrait peut-être faire de quoi de plus mollo aujourd'hui, ou tu te fies pas à ça? On le regarde honnêtement, puis tu sais, quand je dis en début de conversation, je parlais de comment la santé c'est important pour nous. Tu sais, des fois, tu te réveilles un matin, tu files pas tant. Tu te dis, coudonc, je suis en train de tomber malade. Avant, je m'écoutais plus ou moins. Mettons que ça arrivait, whatever. Moi, si le workout était marqué sur le plan d'entraînement, j'allais le faire, même si c'était super intense. Puis des fois, ben, je tombais malade. Puis là, après, je suis pognée pour prendre 3 jours off, tu sais. Maintenant, si je me réveille puis j'ai un feeling comme ça, puis là, je regarde mon Whoop, puis là, Il te confirme le feeling. Il me confirme le feeling, mais je l'écoute. Puis je me dis, OK, sais-tu quoi? Finalement, aujourd'hui, là, on va prendre ça plus mollo. Puis finalement, bing, j'évite de tomber malade. Le lendemain, je suis correct, puis là, je peux repartir. Et on l'écoute beaucoup pour ce genre d'affaires-là, en ayant toujours en tête, OK, nous autres, c'est santé first, c'est toujours ça notre guideline. Fait que je l'utilise pour ça. Je l'utilise pour, mettons, le sommeil. T'sais, c'est quand même intéressant les metrics que ça te donne parce que des fois, on pense qu'on dort bien. Puis là, tu te rends compte, OK, je dors bien, mais comme un soir, je me couche à 10 heures, l'autre soir, je me couche à 11 heures, l'autre soir, je me couche à 8 heures. J'ai comme pas de constance. Puis là, tu te rends compte, ça te le dit clairement, puis tu le vois bien. Puis tu dis, OK, je vais essayer de voir. Pendant 3 semaines, je me couche à 9 heures pile à tous les jours. Puis là, tous tes metrics, ils augmentent. Puis tu dors, puis tu vois que tu passes plus de temps dans tes zones comme de sommeil. Le deep sleep, le REM. Deep sleep. Tu dis, crime, peut-être que finalement, il y a de quoi là. Puis tu peux apprendre de ça. Tandis que si tu n'avais pas eu ces metrics-là, tu n'aurais pas pu le savoir. Tu sais, tu te rends pas compte, vraiment. Fait que je l'utilise pour ça. Mais oui, vraiment, je te dirais que ça prend pas les décisions pour nous. Au final, ça confirme les décisions que tu veux prendre. Des fois, ou ça aide à guider nos décisions, mais tu sais, on garde en tête comme ça, c'est un outil qui est cool,
mais ça peut pas guider tout. Non, c'est ça. Il faut quand même que tu continues à t'écouter toi-même, je pense. Parce qu'il y a des jours, des jours de course, là, des fois, je me réveille puis j'ai un score de merde. Mais là, j'étais à la course puis c'est ma job. Too late. Je vais en faire pareil. Ouais, c'est ça, exact. Puis je peux pas me laisser décourager par le fait que j'ai eu un score de merde sur mon Whoop. Puis souvent, les jours de course, tu vas avoir un sommeil de merde, là, tu sais. Ben, des fois, oui. Les veilles de course, là, tu sais, c'est rare. Mettons que le départ est à 9h, là, tu sais, le temps de te prep, tu te lèves à 5h, tu sais, c'est jamais optimal. Là. Des fois, non. C'est ça. Fait que, tu sais, tu peux pas te laisser décourager par ça. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, le jour des courses, là, je check, mais j'y porte pas dans... Ça peut même pas venir te toucher mentalement, sinon t'as comme perdu. Sinon, ça vaut pas la peine de l'avoir. Ouais. Mais ça vaut la peine de l'avoir pour moi pour prendre des bonnes décisions à l'entraînement au cours de l'année. Pour essayer justement de te donner toutes les chances que le jour de la course, tu sois top. Ouais. Fait que je l'utilise de cette façon-là. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Puis, on revient sur cette thématique-là de la santé. Moi, je me souviens... Tout mon cégep, début université, là, avant que je fasse ce switch-là que je parlais tantôt là, de coach puis de méthode d'entraînement, je tombais malade 3 fois par semaine. 3 fois par hiver. Là, vraiment, là, pendant 2 semaines, complètement off. Ça m'arrivait 3 fois par hiver. Puis, tu sais, c'était à cette époque-là, on nageait au-dessus de 25 heures par semaine, puis avec des muscles puis tout. Puis les matins en natation, tu sais, c'était 5 heures sur le bord de la piscine. Puis en plein hiver, tu vois jamais le soleil puis tout. Puis quand j'ai fait le switch de système d'entraînement, où est-ce que là, je suis vraiment... Tu sais, on se lève jamais avant 9h, ou tu sais, on n'est jamais à la piscine avant 9h, là, tu sais. Fait qu'on faisait 2 entraînements des fois par jour, mais à partir de 9h, puis tu sais, c'était tout le temps plus de repos, moins d'intensité constante, puis de millage, tu sais. Puis là, j'ai pu été malade une fois. C'est fou, puis ça a juste, comme à la place de builder en malade, être malade, fait crasher complètement puis recommencer ton build, là, c'est juste comme tu builds un petit peu moins vite, mais tu builds en continu. Puis finalement, tu te rends plus haut. C'est ça, exact. Ah à la finale, tu te rends plus loin, il y a moins de ups and downs, puis être malade, c'est poche, là, tu sais. Ah, c'est poche, mais c'est vraiment de la merde. T'es chez vous, ça t'affecte physiquement, mais ça t'affecte mentalement aussi, parce que là, t'es chez vous, tu stresses, tu dis, crème, je suis pas en train de m'entraîner. Exact. Puis là, quand tu repars, mais veux pas, ça te prend une couple de jours avant de te remettre, fait que ça dure longtemps. Tu sais, moi, je crois vraiment beaucoup en la constance, là. Si tu veux être constant, c'est ça qui fait les meilleurs résultats. Puis tu sais, on parlait du Whoop, là. Quand t'es bien reposé, tu peux forcer plus. Là. Exact. T'sais, on parlait de comment, des fois, regarder le Whoop me permet de prendre une décision. OK, aujourd'hui, on va prendre ça plus mollo. Mais au contraire, on l'utilise autant pour quand, crème, aujourd'hui, là, je suis top. Genre, oui, on en fait plus. Go. T'sais, on est prêt, on est capable d'en prendre. Je suis vraiment bien reposée. Puis des fois, je suis bien reposée pendant longtemps. Puis ça me permet de faire plusieurs jours à comme top qualité. Puis de pousser un peu la note. Fait que t'sais, ça vaut la peine de bien se reposer. Là, moi, honnêtement, je le vois comme autant ça fait partie de ma job. Ça fait autant partie de ma job de me reposer bien que de m'entraîner fort. Ouais. Puis je veux, avant de te laisser partir, je veux qu'on parle un peu de nutrition parce que c'est le UPICA podcast. Puis je veux quand même parler un peu de ça avec tous les invités qui viennent ici. Toi, on s'en est déjà parlé, mais là, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi... pendant une course de 50 minutes, ça ressemble à quoi ta nutrition? Tu sais? En fait, là, moi, pendant la course, moi, ça se passe tout avant la course puis après la course. Parce que pendant, c'est relativement court, 50 minutes, que en fait... T'as-tu des bouteilles sur ton bike? J'ai même pas de bouteilles sur mon bike. T'as pas de bouteilles sur le bike? Sauf si c'est une course vraiment chaude. Mais tu sais, la plupart du temps, le gras, c'est comme l'hiver. Fait que c'est rare que ça arrive. Mais des fois, en début de saison, il y a des courses ultra chaudes que je m'assure d'avoir une bouteille. Mais le reste du temps, il n'y a pas de ravito nulle part. Fait que c'est 50 minutes. Tu y vas avec ce qu'il y a. L'affaire, c'est qu'une des raisons pour qu'on n'a pas de bouteille, c'est que, tu sais, quand il faut porter le vélo sur l'épaule, ça va mal avec la bouteille. Puis, à cause de ça, souvent, on le fait pas. C'est du poids supplémentaire aussi. Exact. Puis l'autre affaire, c'est que en cyclocross, c'est un peu comme la F1 dans le sens que je peux changer de vélo à tous les tours si je veux. Fait que si, mettons, c'est super boiteux, puis que mon bike roule mal à cause de ça, ben je peux changer de vélo. Fait que des fois, tu sais, mettons que j'ai une gourde, ben je l'aurais pas sur l'autre vélo. Ça vient complexe, tu sais. Fait que souvent, je roule pas de gourde. Fait que ça se passe avant. Fait que, tu sais, moi, du moment que je me réveille le matin, souvent, les courses sont à 1h30 de l'après-midi. Fait que je me réveille le matin, je prends un déjeuner, souvent 2 œufs avec des toasts, protéines, puis des glucides, puis je commence déjà à boire. Fait que quand je me réveille le matin, c'est surtout de l'eau pour les premières heures.
Après, à 10h30, fait que 3 heures avant la course, je prends comme un gruau, mettons. Puis là, je commence à boire du Upica. Je commence à boire quelque chose qui va pouvoir me... Tu sais, je commence à m'hydrater au final, mais d'avance. Ouais. Fait que je bois ça. Quand je vais faire mon étude de parcours, je continue à boire quand même vraiment beaucoup. Là, glucides, sodium, glucides électrolytes. Glucides électrolytes, exact. Après, je commence mon warm-up 45 minutes avant la course. Puis là, je prends un drink en plus de la caféine. Fait que je vais prendre le Upica maintenant. Ben maintenant, ça va être maintenant, il y a l'Upica Endurance Plus. L'Upica Endurance Plus, exact. Fait que là, ça va être ça. Fait que pendant mon warm-up, je prends ça, puis je continue à manger, mettons... Tout ça en continu, là. Tout ça en continu. Puis des fois, j'ai un peu faim rendu là, fait que je commence à manger des petits... genre des jujubes de glucides. Quelque chose qui se digère bien parce que c'est tellement intense. Tu sais, on parlait tantôt de la fréquence cardiaque moyenne. Je peux pas avoir... pas avoir envie de vomir. Là. Non, je peux pas avoir l'estomac lourd. Fait qu'il faut que je sois à la limite d'avoir faim, mais en ayant l'énergie disponible, tu sais. Fait que je vais manger des jujubes, puis après ça, tout en buvant quand même vraiment beaucoup. Là. Je vais boire au moins une gourde complète de Upica caféine, genre pendant mon warm-up, dans le 45 minutes. Dans le 45 minutes, Ouais. Puis après ça, 15 minutes avant le départ, je prends un gel. Puis après ça, je suis correct. Fait que souvent, le gel, dépendamment, là, si je suis un peu endormi, je prends encore plus de caféine dans mon gel. Puis si je suis comme déjà assez caféiné, des fois, je me sens assez caféiné, là, fait que je prends 100 caféine. Tu prends un café le matin aussi ou non? Je prends un café le matin aussi. Fait que là, à un moment donné, tu commences à buzzer pas mal. Fait que c'est à peu près ça que ça ressemble. Puis aussitôt que je finis... Tu tombes dans la récup aussi. Je tombe dans la récup aussitôt, genre... Qu'est-ce que tu prends comme récup? De la protéine? Protéine, mais j'essaie de... J'en ai fait comme un overdose, là. À un moment donné, ce printemps, là, j'ai commencé à en prendre là, après tous les workouts. Ben, je me dis, OK, je pense que je peux m'améliorer de ce côté-là. Puis, j'essaie... En tout cas, ça à cause des... Donc, moi, je suis pas menstruée de façon super régulière. Je menstrue, mais pas toujours. Fait que j'avais travaillé avec une équipe de médecins qui me disaient, OK, on va vraiment mettre de l'emphase sur ta récupération pour que tu deviennes avec un cycle régulier. Fait que je prenais des shakes de protéines, mais comme au point là, qu'il fallait que je me force, là, parce que c'était shake de protéines, puis après ça, dîner, puis là, j'étais genre tabarouette. Au final, là, j'ai pris 10 livres, puis j'étais tout le temps ballonnée parce que j'ai pris trop de shakes de protéines. Fait que là, maintenant, j'en prends, mais j'essaie de prendre ceux qui ont des protéines végétales, parce que je le digère mieux que des protéines animales. Fait que maintenant, c'est ça. Mais bon, tout ça, pour revenir à la course, aussitôt que je finis la course, je commence à boire mon shake de protéines, puis après ça, je mange tout de suite. Parce que souvent, il y a une course le lendemain. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut récupérer la le plus vite récup commence possible. tout de suite, là. Ouais. Puis, en training, quand tu fais des longues sorties, mettons, quand tu pars 3 heures, là, tu sais, c'est quoi? C'est une coupe de gel avec du Upica ou... Ben là, on dit Upica parce que là tu utilises Upica maintenant, mais coupe de gel avec boisson de glucides, c'est quoi le... Ouais, souvent, mettons l'été, là, quand il fait chaud, j'aime quand même ça avoir une gourde d'eau, moi, puis une gourde de jus. Fait que j'ai 2 gourdes sur mon bike. L'eau, parce que des fois, quand je vais vraiment intense, j'aime ça comme me rincer la bouche et m'arroser, les deux, là. Fait que oui, toujours une gourde de Upica, une gourde d'eau, puis soit des gels ou des blocs, comme les genres de petits jujubes, là. J'aime quand même ça. Ça, c'est pour les intensités. Mais si je roule, mettons, un 4-5 heures plus easy, ben je vais y aller avec plus de la vraie bouffe. Fait que, mettons qu'on a fait un pain aux bananes, je vais manger ça. T'amènes, mettons, de l'eau avec pain aux bananes, that's it. Je vais quand même prendre du Upica. Même pour mes longues sorties, parce que, tu sais, au final, là, mettons, t'as 25 grammes de glucides là-dedans. Ben, ça remplace une barre. J'aime bien mieux le boire que de le manger, honnêtement. C'est plus rafraîchissant, ça goûte bon. Puis, exact. Fait que je l'ai tout le temps quand même. Puis même des fois, mettons, je pars vraiment longtemps, je pars avec toujours ma gourde d'eau, ma gourde de jus, mais je me pogne une poche de comme la grosseur sample. Que au milieu de la ride, je peux arrêter, remplir ma gourde avec de l'eau puis remettre ça dedans. Fait que j'en ai assez pour toute la ride. Mais c'est vraiment important. Avant, là, je m'entraînais puis je mangeais rien des fois, là. Zéro. Mais... Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que tu arrives au bout de ton énergie avant d'arriver au bout de tes jambes. Exact. Puis c'est pas bon. Parce que ça te permet pas de forcer, ça te permet pas de faire l'entraînement au meilleur de tes capacités. Parce qu'à un moment donné, t'es juste drainé d'énergie. Maintenant, si je m'alimente vraiment top tout le long, ben j'ai moins l'impression que je vais tomber dans les pommes. Je suis vraiment moins étourdie. Puis je me rends au point que mes jambes lâchent. Que musculairement, je suis plus capable. Mais j'ai encore l'énergie, je suis encore correct. Puis après ça, ben ça permet aussi d'être plus constant dans l'entraînement parce que je reviens chez nous, si j'ai mangé, je suis correct. Exact. Je suis fraîche là, pour le reste de la journée. Je suis un peu fatiguée, mais je suis correct. Si j'ai pas mangé, je reviens chez nous puis je suis claquée, ben raide. Genre, pas capable de rien faire. Là. Mon cerveau, il est off puis je suis genre... Mais là, le lendemain, il faut que tu recommences. Fait que c'est quoi les chances que tu te donnes?
Fait que depuis que je mets vraiment un effort, puis des fois, ça me tente pas, honnêtement, de manger quand je m'entraîne. Ouais. Mais depuis que je mets un effort là-dessus, je vois vraiment une différence au niveau de la constance à l'entraînement. Que jour après jour, je peux être bonne. C'est sûr. Parce que tu remplis tes réserves de glycogène tout le temps. Là, fait que tu vas jamais épuiser jusqu'au fond. Puis une fois que tu dépasses l'espèce de threshold, là, je suis sûr que le monde qui nous écoute, tout le monde a déjà vécu ça. Là. Tu dépasses le threshold, puis là, tu reviens de ton entraînement, puis il n'y a plus rien qui va se passer cette journée-là. Ah non, ça Puis ça, c'est long à revenir. Là. Ah oui, puis c'est pas le une fun, journée, là. c'est pas 2 jours, c'est comme 3 jours à être défoncé là, complètement là. Alors que si t'avais bien mangé pendant ton training ou tu t'avais pris de la bonne alimentation, t'en serais pas arrivé là. C'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a des fois comme ce que les gens ont peut-être peur, c'est que mais là, moi il y en a qui s'entraînent pour perdre du poids, puis c'est correct. Ouais. Puis il y en a qui ont peut-être peur que si je m'entraîne pour perdre du poids puis que je mange en m'entraînant, ben j'annule l'effet. Mais en fait, non, tu sais, c'est pas ça pas du tout. Tu sais, moi, en fait, là, au contraire, si je mange mieux sur le bike, je deviens plus lean plus rapidement. Parce que quand je mange pas sur le bike, à un moment donné, tu peux pas tant te retenir. Si je mange pas sur le bike, je reviens, là, je vais manger la brique de fromage. Genre, n'importe. Tu vas arrêter au Burger King en descendant. C'est ça, t'es plus capable. Faut que tu manges en revenant, ton corps est comme, il crie, tu sais. Puis c'est là que tu prends plus de poids, là, au final. Fait que, tu sais, juste de bien s'alimenter pendant. Je te dis pas de manger un beigne, là, pendant que tu roules, là, mais juste de manger assez pour te soutenir tout le long de l'entraînement. Fait que tu reviens chez vous. Moi, je mange souvent une salade, là, pour dîner. Même si j'ai roulé 3h30 avant. Je mange une salade avec un œuf, je suis all set, là. Juste parce que je me suis bien nourri. Puis, fait que c'est faux qu'on prend du poids si on mange en s'entraînement. À mon avis, je suis pas nutritionniste, là, mais ça fait 20 que les nutritionnistes diraient ça aussi. Ça fait longtemps que je le fais, puis je l'ai testé, là, toutes les affaires, là, puis qu'est-ce qui fait que finalement mon corps est le plus content puis le plus lean, c'est quand je mange, le plus quand je donne ce constant qu'il y a de possible. besoin. Encore une fois, c'est ça. Pas de gros haut, pas de gros bas, mais juste le plus constant possible. Exact. Puis le timing, tu sais, le timing de ta nutrition, souvent comme... Parce que, tu sais, veux pas, moi, je le fais pas pour perdre du poids, puis honnêtement, c'est bien rare, je me regarde dans le miroir, je m'en fous un peu là, de mon poids, mais reste que ça me... En vélo, sur ton bike, c'est une donnée qui est importante quand même. Exact, tu sais, je peux pas le nier, là. Fait que je le feel. C'est watts par kilogramme, tu sais, c'est ça la stat. Là. Exact. Si je suis un peu plus lean, je le sens quand je monte la bosse que je vais plus vite. Fait que j'y pense quand même. Puis c'est ça, tu sais, au final, excuse-moi, je retourne en arrière, mais ce que je voulais dire, c'est le timing en fonction de ça. C'est que souvent, ce que je vais faire, c'est que je déjeune, je digère, je vais m'entraîner pendant 2-3 heures, puis je le time pour que quand je revienne, ça soit le temps de dîner. Parce que tu veux toujours manger en revenant de l'entraînement, mais vaut mieux le timer avec ton vrai repas pour pas doubler tes repas, parce que sinon, ça vient à un moment donné complexe. Là, fait moi, je trouve que le timing, c'est vraiment important. Puis, tu sais, de s'assurer de manger aussitôt que tu finis l'entraînement. Fait que ton corps l'absorbe super bien, tu récupères vite. Puis, t'es correct, t'as plus faim. T'as pas besoin de re-snacker 8 fois. Le soir, puis that's it. Là. Exact. Des fois, je vais prendre une petite collation. Je me retiens jamais de manger, mais oui, effectivement. C'est juste toujours de timer ses repas, timer ses entraînements en fonction. Je trouve que ça fait une grosse différence à long terme. Le cyclocross, il fait son entrée aux Jeux olympiques. Peut-être. Il travaille. En 2024? Ça serait en 2026, parce que si ça arrive, ça serait l'hiver. Ça serait l'hiver. OK. La raison, c'est que en ce moment, le comité olympique trouve qu'il y a déjà trop de disciplines cyclisme à l'été. Parce qu'il y a la piste, la route, le BMX, je pense que c'est ça. Mais peut-être l'hiver, parce qu'il n'y a pas de discipline cyclisme. Le seul hic, c'est qu'il y a une règle dans les Jeux olympiques qui dit que chaque sport aux Olympiques d'hiver doit absolument être pratiqué sur la neige ou sur la glace. Puis la vérité, c'est que le cyclocross, ça doit pas absolument. Fait que c'est pour ça que l'année passée, ils ont fait une Coupe du monde 100% sur la neige. Puis ça revient cette année. C'était pour démontrer au comité olympique que c'est possible. Fait qu'ils ont mis vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Puis la course était hot. Là, puis ça a été vraiment bien accueilli. Fait qu'il y a des chances, mais c'est encore un travail, un projet. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? En fait, là, c'est le temps de dire qu'est-ce qui s'en vient pour toi, de plugger tes plateformes, plugger toutes tes affaires. C'est maintenant que ça se passe. C'est le temps de ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? La saison du cyclocross commence le 18 septembre. Fait que c'est mon prochain gros objectif. Je m'entraîne pour ça en ce moment. Fait que je vais faire la première partie de la saison en Amérique du Nord. Il y a une série cette année qui s'appelle le US Cyclocross Series. Fait que c'est 4 événements, 8 courses. Il y a 2 Coupes du monde en Amérique du Nord.
Puis après ça, mi-novembre, je m'en vais en Europe pour 3 mois pour finir la saison là-bas. Fait que je te dirais que c'est pas mal à ça que je pense en ce moment. Ouais. C'est toute mon énergie est là-dedans. En chemin pour se rendre là, ben c'est sûr qu'on a encore plein d'entraînements à faire. Je dois faire quelques courses de gravel aussi. Mais ouais, vraiment toute l'énergie est là-dessus. Fait qu'en ce moment, là, on est 100% là-dessus au niveau de l'entraînement, mais aussi au niveau de préparer les projets autres. Ouais. Tu sais, fait que quand je parlais de notre propre équipe, ben faut tout le temps que tu te renouvelles. Hein? Ouais. Si t'es pas en train de te renouveler, ben tu recules. Fait que là, un des projets qu'on va avoir cette année, on va faire un podcast à tous les lundis pour vraiment... Ça va être quand même... On veut vraiment inviter le monde à l'intérieur d'un week-end de cyclocross. Tu sais, c'est quoi? Ouais. Fait que tous les lundis, on va s'asseoir, David et moi. David, Après les courses. Là. après les courses, ouais. Fait que normalement... Ouais, puis notre objectif, là, c'est de le faire en français aussi. Parce que normalement, on fait tout en anglais juste parce que la plupart de notre audience ou des gens qui suivent le cyclocross sont anglophones. Mais je sais qu'il y a une partie du Québec qui trouve ça cool aussi. Fait qu'on veut essayer de leur donner quelque chose. Fait que tous les lundis, on va s'asseoir, faire un podcast, un recap vraiment là, intime de ma course, mais on veut aussi vous amener à l'intérieur de la course. Fait que d'avoir des snippets des autres coureurs qui sont à course, des snippets de comment ça se passe dans le pit, dans le pit de mécanique, comment ça se passe. On veut vraiment là, que ça soit... comment dire... c'est quoi le mot, là? En tout cas, on veut que vous ayez l'impression... Behind the scenes. C'est que le monde ait vraiment l'impression d'être à l'intérieur. Fait qu'en ce moment, on travaille là-dessus. Est-ce que ça va être sur la chaîne Fever Talk? Ouais, ça va être sur Fever Talk. Ça va sûrement s'appeler le lundi cyclocross ou quelque chose comme ça. En anglais, Muddy Mondays. Ouais. Puis, fait que ça, c'est un projet sur lequel on travaille en ce moment. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, @MagRoche, fait que Magali Rochette. On va mettre ça dans la description du podcast. Puis, c'est pas mal ça, je dirais. Très cool. Très excitée de ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Ben, merci à vous, c'est bien le fun. Yes.